Bonjour Philippe Bennassaya, bienvenue au bistrot du théâtre. Je vous en prie, allez-y. On y va? Allez-y. Allez. Pour une fois, c'est moi qui passerai devant vous. Voilà. Allez-y, installez-vous là. À ce nouveau numéro du Café Politique, 21e numéro. Aujourd'hui, on va parler de vous, de votre parcours, de vos engagements, mais pas uniquement. Vous êtes né en 64, engagé Les Républicains, maire de Bois d'Arcy depuis 2014, également conseiller départemental des Yvelines depuis 2015. Le département des Yvelines qui devrait disparaître, en tout cas la fusion est bien engagée avec les Hauts-de-Seine. C'est un projet porté par les deux présidents des deux assemblées. Est-ce que vous y êtes favorable tout simplement ? Alors moi je suis favorable à ce que les deux départements se rapprochent et travaillent ensemble. C'est déjà le cas. Il y a déjà beaucoup de rapprochements. Moi-même je suis président d'Yvelines Aménagement, qui est la SEM 78, qui va se rapprocher et fusionner avec la SEM 92. Donc c'est déjà une étape importante. Alors je ne sais pas si les deux départements vont fusionner, puisque le terme est quand même assez fort, mais en tout cas les deux départements se rapprochent. Ils travaillent ensemble en tout cas. Ils travaillent ensemble. On a déjà fait des vœux en commun, comme vous le savez, donc procédons par étapes, doucement, et on verra après. Alors, certains élus, même dans vos rangs d'ailleurs, sont plutôt opposés, même au sein du conseil départemental. Ils souhaiteraient un référendum par exemple. Est-ce que là aussi vous y êtes favorable? Écoutez, référendum, pas référendum. D'abord, Pierre Bédier ne le souhaite pas. Hein. Alors vous savez qu'il n'y a pas d'opposition au conseil départemental. Alors quand il n'y a pas d'opposition, on dit c'est terrible, c'est scandaleux. Et quand il y a des voix qui s'élèvent, on dit alors qu'est-ce qui se passe? C'est bien, c'est la démocratie, les gens s'expriment, c'est parfait. Ils réclament un référendum. Moi je ne suis pas tout à fait favorable parce que les choses doivent se faire par étapes, doucement, avec beaucoup de communication, beaucoup de concertation, avec du dialogue. Et puis les choses se feront. Si elles ne se font pas, eh bien tant pis. C'est une bonne idée en tout cas. Voilà, il faut retenir que c'est une bonne idée. On parle des départements, on peut aussi s'arrêter quelques instants sur la question de l'intercommunalité. Saint-Quentin-en-Yvelines s'est élargi, mais Bois d'Arcy n'a pas rejoint Saint-Quentin-en-Yvelines. Bois d'Arcy qui fait partie de Versailles Grand Parc. Pourquoi pas Saint-Quentin-en-Yvelines, tout simplement? On n'a rien demandé. Ne me mettez pas dans l'embarras. On n'a rien demandé du tout. Il faut faire un peu d'histoire. Bois d'Arcy était dans le SAN de Saint-Quentin il y a une trentaine, quarantaine d'années. Au tout début de la ville nouvelle. Au tout début de la ville nouvelle. Et puis par référendum, justement, à l'époque, Bois d'Arcy est sorti du SAN en laissant le Pas du Lac. Donc le Pas du Lac est devenu Montigny. On a gardé juste un petit bout du Pas du Lac qui est nos jardins familiaux. Voilà. Et puis maintenant, on est très très bien dans Versailles Grand Parc. On forme une très grosse agglomération, 19 villes, 270 000 habitants, avec l'entrée cette année de Vélizy. Non, c'est bien, c'est pas mal quand même. Parce que certaines communes ont quitté la ville nouvelle à l'époque, justement. Je pense à Maurepas ou à Coignères et sont revenus avec le nouveau découpage. Je vous pose cette question pour Saint-Quentin parce que vous connaissez bien le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez été directeur de la communication à Elancourt pendant 7 ans, 2006 à 2013, et vous avez travaillé avec Grégory Garestier, d'ailleurs, qui est devenu depuis maire de Maurepas. Oui, mon ami. Donc le service communication de la ville d'Elancourt qui s'est positionné dans alors attendez, parce que je vois où vous voulez en venir. Pas du tout, c'était juste pour dire que vous connaissiez Saint-Quentin. Il n'y avait pas de stratégie concertée. Grégory était déjà militant à Maurepas et moi j'étais moi-même militant à Bois d'Arcy quand on a travaillé ensemble. C'est sur cette connaissance du bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines, même si ce sont deux agglomérations distinctes, vous travaillez avec Saint-Quentin-en-Yvelines, avec ces communes? Nous on travaille beaucoup avec Saint-Quentin-en-Yvelines, d'abord parce qu'on est frontalier de Saint-Quentin-en-Yvelines. Quand vous voyez la carte de Saint-Quentin, il y a une espèce de trou presque au milieu, c'est Bois d'Arcy. Donc c'est vrai qu'on travaille énormément avec Saint-Quentin. On est un peu, moi j'ai tendance à le dire pour rigoler à Versailles Grand Parc, on est un peu l'Alsace-Lorraine de Versailles Grand Parc. Quelques mots sur l'actualité, la déchéance de nationalité, la prolongation de l'état d'urgence. Les discussions ont lieu en ce moment dans les différentes assemblées nationales. Les députés se penchent sur la question, les sénateurs aussi. Quel est votre regard sur ça aujourd'hui? Moi je suis pour et pour, voilà, sur les deux questions que vous avez. Déchéance de la nationalité, prolongation de l'état d'urgence. Je l'ai dit d'ailleurs à mes vœux, je suis pour la déchéance de la nationalité. Tout d'abord parce que lorsqu'on s'attaque à la communauté nationale, on ne mérite pas de faire partie de cette communauté nationale. Après, dans les détails juridiques, je ne suis pas législateur, mais c'est vrai que dans le principe, je suis plutôt pour la déchéance de nationalité. Ces gens doivent sortir de la communauté nationale, ils n'ont rien à y faire. Sur la deuxième question, c'était sur la prolongation de l'état d'urgence et en tout cas l'inscription dans la Constitution. Oui aussi, je suis favorable à ça. On est dans une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles et je pense que le gouvernement a raison de l'inscrire dans la Constitution. Mais on le voit en tout cas, ça crée des tensions au sein des différents partis politiques, ça affaiblit aussi peut-être le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne réponse? Le clivage est dans les deux camps, vous avez remarqué, le clivage est dans la droite et dans la gauche, mais moi j'y suis plutôt favorable sur les deux. Alors, j'y connais peut-être pas grand-chose, mais en tout cas c'est mon avis personnel. On va laisser de côté cette actualité, on va faire juste une courte pause, je vous laisse passer en salle à présent. Allez-y. Merci.
Philippe Bennassaya, élu maire de Bois d'Arcy en mars 2014, donc vous avez fait basculer cette commune qui était à gauche depuis 1995. Lorsque vous avez décidé de conquérir cette ville, à aucun moment vous avez douté de votre victoire? Il y a des territoires plus faciles quand on veut devenir maire. Alors, si j'avais entendu les observateurs politiques, médiatiques, etc., je devais perdre. Ça, c'est déjà une motivation supplémentaire. Ça vous motive? Oui, parce que en fait, je savais. Alors bien sûr, on doute toujours jusqu'au dernier moment, c'est normal, c'est la compétition. Mais le contexte était favorable à un basculement. Voilà. Contexte politique, contexte sociologique. Bois d'Arcy était en train de changer, l'usure du pouvoir aussi. Et puis il y avait aussi un problème générationnel, voilà. Donc moi j'étais sûr de moi, mais on n'arrêtait pas de me dire que j'allais perdre, donc ça me motivait 10 fois plus. Bois d'Arcy, vous y êtes arrivé en 2008. Cette commune, vous en avez pensé quoi, tout simplement, en arrivant, lorsque vous l'avez découvert? Bois d'Arcy, on en parle souvent dans l'actualité, alors pour caricaturer, c'est avec le centre de détention, la prison qui est installée, mais il n'y a pas que ça à Bois d'Arcy. Quelle image vous aviez de Bois d'Arcy? Alors moi je suis arrivé en 2008, j'étais sur la liste déjà municipale en 2008, on avait lourdement perdu d'ailleurs, et c'est ça qui m'a donné l'envie d'y retourner, parce que je trouvais que c'était injuste, parce que je savais qu'il y avait quelque chose, on pouvait faire quelque chose à Bois d'Arcy. Quand j'y suis, merci beaucoup, quand j'y suis arrivé, j'ai trouvé une ville d'abord plutôt paisible, sympathique, en bordure de forêt, mais très endormie. Très endormie et un petit peu, on va dire, un peu surannée, un peu dépassée, on a l'impression, quand on rentrait à Bois d'Arcy, qu'on changeait un peu d'époque. Voilà. Donc mon objectif a été de dire dès le début qu'il fallait faire rentrer Bois d'Arcy dans le XXIe siècle. J'aimerais revenir sur ce moment où vous recevez votre écharpe de maire, le moment où se déroule la passation véritablement de pouvoir. Le journal Le Parisien qui titrait son article « La simplicité de Philippe Bennassaya ». Vous n'êtes pas dans les grandes démonstrations, les grands discours? Ça vous colle bien, ça vous correspond bien? Je crois qu'il ne faut pas changer. La simplicité, la sobriété? Voilà, si on change, c'est factice, c'est un fake, comme on dit aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut rester soi-même. Alors j'aime bien les discours, j'aime bien écrire, j'aime bien parler, j'aime bien dialoguer, mais je crois qu'il faut rester soi-même. Et puis, j'ai pas envie de changer, moi je suis bien comme je suis. Simplicité, sobriété, voilà. Pas faire de vagues? Je n'ai pas de code. Voilà. Je n'ai pas de code. Que pensent les habitants de votre travail? On va les écouter? Oh là là. De la jeunesse, voilà, ça change de l'ancienne équipe assez ancienne. Afficher son nom placardé dans toute la ville me dérange. Puis toutes les problématiques financières sont reportées sur la faute d'avant, la faute du gouvernement. Il a quand même fait beaucoup de choses et il essaie de rénover un petit peu notre ville, ce qui est quand même pas désagréable. Hein, on bouge un petit peu plus. Les impôts n'ont pas augmenté. Je peux vous dire que je pourrais lui montrer ma feuille. Moi, en 2015, ils ont augmenté. Oui, mais c'est pas nous, madame. 125 €, je ne sais pas si vous voyez. On sent qu'il y a une équipe quand même, je dirais, beaucoup plus jeune et beaucoup plus à l'ordre du jour, en fait. On y est, sur la jeunesse. Voilà, c'est ce qui ressort mal, globalement. J'ai eu peur, c'est pas mal. Il y a la question des impôts, de confusion. Vous disiez, voilà, les impôts, c'est pas bon parce que... Il faut savoir une chose, c'est que les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on vit, c'est normal. Hein, et puis peut-être qu'on communique mal et peut-être que les choses sont un peu compliqué et complexe pour les gens. La finance publique est compliquée déjà pour moi, alors j'imagine pour les personnes qui ne sont pas élues et qui n'ont pas prise directe sur les dossiers. Oui, c'est vrai, c'est pas à vous que je vais le dire, mais c'est vrai qu'on a perdu cette année plus d'1 million d'euros de baisse des dotations de l'État. Et c'est vrai qu'on a 1 million d'euros, c'est à peu près le budget d'entretien des écoles. Vous voyez un peu ce qu'on perd. Donc c'est vrai que malheureusement, madame, je suis désolé, mais on a perdu 1 million d'euros. Voilà. Et donc c'est de plus en plus compliqué, mais on arrive à tenir puisqu'on n'augmente pas les impôts. Et ça, je crois que les Arcysiens l'ont vu. Sur la part de la commune, en tout cas. Sur la part de la commune. Parce qu'après, il y a la question du département, Absolument. où vous siégez aussi, et là, les impôts augmentent. Et là, les impôts augmentent. Il faut savoir que le département a perdu 90% de sa DGF, ce qui est dramatique. La dotation globale de fonctionnement. On en revient à cette question de rapprochement avec les Hauts-de-Seine, aussi dans cette optique de faire des économies. Votre engagement en politique, début des années 80, à l'UDF, puis à l'UMP. Pourquoi le choix de cette tendance politique? Comment ça s'est fait? Laquelle, l'UDF ou l'UDF d'abord, et puis après l'UMP? Moi, j'ai commencé à militer en politique à la fin des années 70, début 80. J'avais 17-18 ans. Je m'étais engagé dans la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. J'en ai écrit 2 livres. On va y venir. Oui. Donc voilà, c'était une très belle période. Et puis après, je me suis engagé un peu dans les associations humanitaires et droits de l'homme. En fait, j'avais commencé à militer en faveur des réfusniks du RSS à l'époque. Ces gens qui étaient emprisonnés en goulag pour liberté d'expression. Voilà.
Donc, et ça m'a ramené directement à l'UDF avec, à l'époque, des gens comme François Léotard et autres qui étaient très humanitaires là-dessus, très humanitaires. Et puis ensuite, c'est les aléas de la vie politique, les rencontres, les projets. J'ai déconnecté moi de l'UDF en 2007 lorsque François Bayrou a fait un choix politique qui n'était pas le mien. Voilà. Donc je suis parti rejoindre l'UMP et j'ai voté Nicolas Sarkozy en 2007. Et vous y êtes bien dans cette famille politique? Très bien. L'UMP qui depuis a changé et est devenu pour devenir les Républicains. C'est chaotique, hein. Voilà. C'est chaotique, c'est vrai, parce ça que la douleur, mais... Non, oui, mais enfin la vie politique est chaotique de manière générale. On le voit à gauche, on le voit à droite, on le voit au centre. C'est chaotique, mais oui, j'y suis bien parce que ça, cette famille politique qui se construit rassemble à peu près les valeurs qui sont les miennes, quoi, les valeurs de liberté, d'entreprise. De mérite, de réussite, ça me plaît plutôt. Oui. Et Nicolas Sarkozy, c'est aussi une personnalité que vous soutenez dans l'optique de 2017, s'il se présente officiellement à la primaire? Alors, je vais vous répondre très honnêtement. Je vais attendre un peu les primaires pour voir comment ça se passe, parce qu'on a de très bons candidats. On a Alain Juppé, on a François Fillon, oui, ils sont nombreux, François Fillon, Nicolas Sarkozy, etc. Je voudrais savoir ce sur quoi il s'engage. Après, je ferai mon choix, bien évidemment. Ce sera pas sur la personnalité, plus sur les valeurs, en tout cas le programme, oui, il faut que ça soit sur les valeurs. Il y a beaucoup de travail en 2017. Mais de toute façon, quel que soit le candidat après qui sortira des primaires, je voterai pour lui. On évoquait votre arrivée à la tête de Bois d'Arcy, vous avez fait basculer la commune de gauche à droite. L'année suivante, vous faites la même chose avec le canton de Saint-Cyr. Bois d'Arcy appartient à ce canton, vous devenez conseiller départemental, vous l'emportez face à un socialiste, Jean-Philippe Mallet, l'ancien député suppléant de Benoît Hamon. Pourquoi cette volonté de devenir conseiller départemental aussi? Est-ce qu'on vous l'a demandé déjà? Non, enfin la volonté, d'être candidat. Oui, non, c'est pas ça qui m'a motivé. J'ai toujours dit que, et ça plusieurs fois je pense, j'ai toujours dit que le tandem maire-conseiller général, voire conseiller départemental maintenant, était un bon tandem, c'était un bon cumul. D'abord parce que la majorité des projets municipaux sont soutenus, adossés au département. Donc il me fallait, franchement, il me fallait être conseiller départemental pour imposer mes projets. C'est le cas d'ailleurs avec certains projets, peut-être qu'on va en reparler, des projets sociaux, sportifs, des projets numériques qui sont soutenus, financés par le département. Ça veut dire que la commune est avantagée parce que vous siégez au conseil départemental? Lorsqu'on est maire et conseiller départemental, ça va un petit peu plus vite. Mais lorsqu'on est maire et conseiller départemental, dans la majorité, j'aime beaucoup Jean-Philippe Mallet, d'ailleurs, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup d'ailleurs, mais il était dans l'opposition à l'époque et je ne sais pas s'il a fait beaucoup avancer la ville. Prendre des responsabilités politiques, est-ce que c'était une volonté que vous avez eue assez rapidement? Parce qu'avant d'être élu, vous étiez journaliste politique, assistant parlementaire aussi, directeur de cabinet dans des collectivités. À quel moment vous vous êtes dit j'en ai marre d'être dans l'ombre et je veux prendre un peu la lumière? Non, j'ai eu plusieurs vies, ça c'est vrai. J'étais journaliste, j'ai travaillé dans les cabinets ministériels, j'étais assistant parlementaire. Et puis j'ai aussi monté ma boîte de communication institutionnelle, j'ai écrit des livres. Enfin voilà, donc moi j'ai pris ça comme des expériences très enrichissantes. Alors peut-être que tout ça était une formation à devenir élu, peut-être. Il fallait en passer par là, sur le moment, les rouages. Sur le moment, il n'y avait pas de calcul, mais c'est vrai que peut-être que tout ça était un long cheminement vers une élection, peut-être. Formation première, c'est l'histoire. Oui, vous en parlez un peu. DEA à la Sorbonne. Oui, vous êtes bien renseigné. Hein. Oui, DEA Paris 4. Paris 4, voilà. Vous nous en parlez un peu de ces années? Très belles années, les années 80, Paris 4, la Sorbonne, on était... Et l'histoire, une passion pour l'histoire? Oui, parce que l'histoire, c'est pas simplement un livre d'histoire et puis une chronologie, c'est surtout aussi une connaissance du monde, une facilité à écrire, à dialoguer, à réfléchir, à analyser, à privilégier la critique historique, et puis avec une passion pour l'histoire contemporaine et notamment la Troisième République. Et vous avez publié notamment Les années Giscard, un livre consacré à Valéry Giscard d'Estaing, et le regard est plutôt bienveillant sur Valéry Giscard d'Estaing. Parce que vous revenez sur les avancées, majorité à 18 ans, légalisation de l'avortement, libéralisation de l'information, divorce par consentement mutuel. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été oubliées par la suite sur Valéry Giscard d'Estaing. C'est peut-être pas le président qui revient le plus souvent pour être le plus populaire de ces dernières années. Pourquoi ce regard sur Valéry Giscard d'Estaing? Oublié parce que Valéry Giscard d'Estaing était coincé entre le gaullisme précédent et le socialisme. Et donc, on a fait de Valéry Giscard d'Estaing une parenthèse politique. Alors que ce n'était pas une parenthèse, je pense que moi, la première grande alternance sous la Ve République, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est pas François Mitterrand, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Parce qu'il a imposé un nouveau style, une nouvelle politique française, il a fait monter une nouvelle génération.
Et puis, quand vous avez égrené tous les projets et toutes les réformes de Valéry Giscard d'Estaing, c'est un truc incroyable. Je suis persuadé que la postérité rendra justice à ce septennat, peut-être pas à l'homme, parce qu'on a tous nos failles et tous nos défauts, mais la postérité rendra, à mon avis, hommage à cette parenthèse. Il n'est pas à la place qu'il mérite aujourd'hui ? Oui, non. Non, mais d'abord, il a été étrillé par les médias. Qui ne caricature pas aujourd'hui Valéry Giscard d'Estaing. Ça a été un grand septennat, très honnêtement. Alors bienveillant, oui, pourquoi pas, mais critique aussi, parce qu'il y a eu aussi des erreurs, comme dans tout septennat, il y a eu beaucoup d'erreurs et beaucoup de maladresses, et beaucoup de pseudo-scandales. L'affaire des diamants était un pseudo-scandale qui n'a jamais existé, par exemple. On va écouter justement un petit micro-trottoir. Que pensent les gens de Valéry Giscard d'Estaing ? Quelle image gardent-ils ? Voilà, mais pourquoi ? Je pense que c'était un bon président. Que maintenant les politiciens sont très intéressés pour eux. Peut-être la majorité à 18 ans et avoir créé un ministère des femmes. Ouais, voilà. oui, et nommé Giroud, que j'aimais beaucoup. La loi de Simone Veil, principale. Moi, je trouve que dans l'ensemble, c'était un homme intelligent. Les diamants de Bokassa, c'est frasques avec Lady Diana que des frasques. Ce dont je me souviens, c'est un petit déjeuner avec les éboueurs à Paris, voilà. Le fait marquant de M. Giscard d'Estaing. Au revoir. Merci. Pour l'instant, il est resté dans l'histoire pour son départ. Il est très bien, votre micro-trottoir, parce qu'il résume totalement ce que les médias ont voulu retenir de Valéry Giscard d'Estaing. Au revoir, les diamants et Lady Diana. Voilà. Et puis il y a la deuxième, c'est très bien fait parce qu'il y a les deux volets. Et puis il y a ceux qui ont vraiment réfléchi à ce septennat et ceux qui en ont retenu les grands projets. C'est bien. C'est un modèle, Valéry Giscard d'Estaing, ou pas pour vous ? On a parlé tout à l'heure de Nicolas Sarkozy. Votre modèle en politique, est-ce qu'il y en a un déjà ? Oui, mais ils sont très loin. Ils sont très très loin. Ils sont morts et enterrés depuis des décennies. Non, un modèle non, mais par contre l'attitude, la posture politique, la génération politique, oui. Celle de Giscard en 1974, ça a été un grand vent de liberté, un très grand vent de liberté. Plus que celle de Jacques Chirac ? Oui, je pense, parce que Valéry Giscard d'Estaing, si on s'éloigne des poncifs médiatiques, il a renversé la table, très honnêtement. Il a renversé la table. Il a créé des secrétariats d'État, des ministères, il a fait monter les femmes. Il a fait beaucoup de choses dans une période qui penchait plutôt à gauche à l'époque. On était dans les années 70, on était un petit peu chevelu, on était un peu les années pop, mais c'était un grand président. Puis il a créé l'Europe, il a monté l'Europe avec Helmut Schmidt, et ça c'est quand même quelque chose d'important. Jacques Chirac, vous étiez dans son staff de campagne aussi ? Oui, en 95 j'étais dans le staff de campagne de Avenue d'Iéna avec Chirac. Là aussi, il y avait des similitudes. D'ailleurs, je pense, puisque vous me posez la question, je pense qu'il y a plus de similitudes avec le Sarkozy de 2007 vis-à-vis de Giscard d'Estaing que Chirac vis-à-vis de Giscard d'Estaing. Il y avait la même... Après, les périodes sont différentes. Concernant les Républicains, on l'a évoqué brièvement, vous nous avez dit vous attendez de voir les propositions de chacun, vous parliez de Valéry Giscard d'Estaing qui avait renversé la table. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore quelqu'un pour renverser la table ? Parce que le candidat qui arrive le plus en tête, en tout cas si la primaire devait avoir lieu demain, ce serait Alain Juppé. Oui, Alain Juppé, c'est 70 ans. Oui, je sais. Je crains pour Alain Juppé d'être trop appuyé par le système et par les médias, parce qu'en général, ça ne porte pas bonheur aux candidats. Vous avez un regard critique sur les médias, vous qui avez été journaliste. Oui, un petit peu, parce que... alors, un regard critique, pas sur le métier, bien sûr, de journaliste, que j'ai été. Sur les images, vous dites souvent, ils essayent de faire passer telle image, ils imposent leur vision des choses, en fait. Je trouve qu'on est trop dans l'écume des choses, et trop dans le sensationnel, dans le people. Moi, maintenant, qui suis élu, je le vois moi-même, journalistiquement parlant, lorsqu'on a un gros projet, un projet important, il n'est pas relaté, et lorsqu'on a une polémique, elle est relatée. Mais c'est le jeu, je ne le critique pas, c'est le jeu. Mais ce jeu-là, je peux... Les politiques en jouent aussi. Bien sûr. Voilà, ils savent sortir la petite phrase, ils savent en jouer. Pas grand-chose. Si on devait choisir, je préférerais qu'on parle des projets. Justement, vos projets concernant cette commune, si on parle du fond, sur votre travail, les choses que vous avez encore à accomplir sur la suite de votre mandat. Il y a beaucoup de choses. Parce que ça fait 2 ans. Alors, oui, ça fait que 2 ans, mais c'est vrai que Bois d'Arcy a énormément changé en 2 ans. Alors, je le dis, bien sûr, je ne suis pas objectif. Alors là, je suis d'accord, je ne suis pas très objectif, mais c'est vrai que
Je le vois d'ailleurs sur ce micro-trottoir, les gens ont cette perception que les choses sont en train de changer à Bois d'Arcy. Alors qu'est-ce qui change à Bois d'Arcy? D'abord, écoutez, on a mis le paquet, pardonnez-moi l'expression, sur la modernité. On a changé nos outils de communication, on a fait du numérique dans les écoles, on a créé une police la municipale. communication est importante. Ah, très importante. Non, mais c'est très très important. Il faut distinguer la communication de l'information. C'est différent. Mais la communication doit s'appuyer sur du fond. S'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de communication. Il y a la police municipale, on a fait beaucoup de choses sur le cadre de vie, on vient d'obtenir la première fleur au concours des villes et villages fleuris, donc vous voyez, ça bouge pas mal. Et puis on est en train de retoiletter cette ville et la protéger. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai supprimé beaucoup de projets urbains, parce que je n'avais pas envie que notre ville perde son identité. Et donc on est en train de revoir tous les projets à la baisse pour pouvoir protéger l'identité de Bois d'Arcy. Et le prochain grand projet? Alors on a beaucoup de choses. Celui que vous vous êtes fixé avant la fin du mandat? Alors c'est au niveau sportif qu'on va beaucoup bouger, parce qu'on est en train de rénover notre grand gymnase et on est en train de créer une piste d'athlétisme, donc c'est quand même déjà beaucoup. Et puis on va bien évidemment continuer à travailler sur le cadre de vie, parce que ça c'est très important, et puis le scolaire, et puis il y a bien d'autres choses, et la voirie. On a une grande avenue sur Bois d'Arcy qui va être refaite l'année prochaine. Donc je pense qu'à la fin du mandat, après c'est les électeurs qui décident, mais à la fin du mandat, Bois d'Arcy aura totalement changé. Pas d'âme. Pas d'âme, mais d'image. Vous parliez du sport, ça fait partie de vos passions. C'est ce que vous avez écrit, noir sur blanc, lors de votre candidature, quand vous êtes adressé aux Arcysiens. Passion, football. Vous avez travaillé vos dossiers, ça me fait plaisir. Escrime et musique classique. Oui. Sur l'actualité du football, alors, on va parler de ça peut-être. L'Euro en France en 2016. Vous allez le suivre, l'Euro en France en 2016, vous allez le suivre? Bien sûr, je vais le suivre. Il y a même une équipe qui sera hébergée pas loin de Bois d'Arcy. C'est sur Versailles, c'est l'équipe d'Irlande. D'Irlande, oui. Non, je vais suivre l'Euro, je suis un fan de foot depuis petit. La première fois que je suis allé au Parc des Princes, parce que bien évidemment je vais me faire des ennemis, mais je suis plutôt PSG. C'est très bien. Pas d'ennemis ici. La première fois que je suis allé au Parc des Princes, c'était en 1974, je crois, avec la grande équipe du PSG de l'époque, avec Pelé, Daleb. Puis j'aime beaucoup l'escrime aussi, j'en ai fait pendant plusieurs années. C'est un très joli sport, et très physique. Et l'équipe du PSG aujourd'hui, elle vous plaît? Oui. Même si elle est critiquée de par ses financements? C'est normal, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc pour construire une grande équipe, il faut de grands moyens. Et le PSG en a un bon entraîneur, je pense, un très bon entraîneur. Et puis une très belle équipe. Maintenant, il manque un beau résultat européen, voilà, parce qu'au niveau championnat, je pense que c'est plié. Équipe yvelinoise aussi, Paris Saint-Germain, installé à Saint-Germain, on verra où sera le prochain camp d'entraînement. Si vous avez des infos, moi ça m'intéresse. C'est peut-être plus renseigné que moi au niveau du département, puisqu'on sait qu'il y a certains conseillers départementaux qui suivent le dossier avec beaucoup d'attention, notamment du côté de Poissy. Juste une dernière question, parce qu'on parle de cette équipe de France et c'est tout de même l'image de la France. Au-delà du sportif, on parle beaucoup d'affaires extra-sportives. L'affaire Balbuena, Benzema. En tant que responsable politique, en tant qu'élu ce qui est pitoyable, français, c'est que lorsqu'on regarde l'équipe de France des années 80 et 70, alors peut-être qu'elles n'étaient pas connues les affaires, là pour le coup c'est vrai qu'elles étaient peut-être plus sourdes, plus cachées, mais c'est vrai qu'il y avait, j'ai l'impression qu'il y avait une éthique peut-être un petit peu plus. Alors je ne dis pas que c'était mieux avant, c'est mieux aujourd'hui. L'équipe de France est une très belle équipe. Mais je trouve que les faits divers sont un peu dommageables pour cette équipe. Il faudrait qu'une plus grande discipline chez ces footballeurs-là. Vous avez une petite nostalgie du passé? Non. Je ne parle pas forcément du football, mais aussi de la politique. Non, en tout cas, il y avait des valeurs. Non, il faut bien connaître le passé, à mon avis, pour bien préparer l'avenir. Et je pense que c'est pour ça que je m'y réfère de temps en temps, parce qu'on y apprend des choses. Il ne faut pas oublier le passé. Et on a un vrai devoir de mémoire quand on est citoyen, et encore plus quand on est un élu. Ce sera la conclusion de ce café politique. Merci Philippe Benassaïa. Merci beaucoup. Merci.